Bonjour Jacques, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Jacques, tu es professeur de Mm, philosophie, tu étais professeur de mm, philosophie en lycée et puis à l'ENS de Lyon. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de sortir un ouvrage, ça s'appelle Éloge de l'émeute, c'est dans la collection Trans aux éditions Les Liens qui libèrent. Et ma première question, c'est une question à la fois d'actualité et de définition. Ça fait plus de 3 mois maintenant qu'il y a un grand mouvement social en France contre la contre-réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Est-ce que dans ce mouvement social, tu y vois une émeute ou est-ce que dans sa longueur, tu y perçois des événements que tu pourrais considérer, à l'aune de ta définition, comme des émeutes? mm. Euh, je crois que tout au long de ce mouvement, comme dans les mouvements, les grands mouvements précédents, je veux dire d'avant le Covid, les manifestations contre les lois Khomri, etc., il y a eu sans arrêt une possibilité ou une imminence de l'émeute. Mais à aucun moment ce sont des mouvements émeutiers. Je crois que dans ce mouvement-là, celui qu'on est en train de vivre, ça a été encore plus flagrant. Comme si à certains moments les choses auraient pu tourner en émeute, mais n'ont pas tourné à cause de la nature propre de ce mouvement, et c'est pas négatif ce que je vais dire, mais qui est un mouvement syndical, c'est-à-dire pensé, organisé, tenu, je veux dire tenu physiquement dans la rue. Et donc, au regard de ce que moi j'ai essayé de faire dans ce travail, de dégager le caractère absolument singulier, historique et social de l'émeute, non, pour moi c'est pas une émeute. La seule chose qui est ressemblée à ce que j'entends moi par émeute dans l'actualité plus ou moins récente, ça a été effectivement ce qui s'est passé avec le mouvement dit des Gilets jaunes. Je crois même que dans l'histoire récente de la France, euh, il n'y a eu que 2 moments proprement émeutiers. Donc les Gilets jaunes, qui là vraiment ont réalisé ce que, les principales caractéristiques que j'ai essayé de dégager. L'autre, mais alors ça supposerait un travail à part entière, c'est les fameuses émeutes des banlieues en 2003, 2005. 2005. Voilà. Mais là, c'était autre chose. Je veux dire, j'en ai pas du tout parlé Mm. dans ce petit bouquin parce que ça relève d'une problématique qui est vraiment beaucoup plus complexe, celle des banlieues, des enfants issus de l'immigration, etc. Alors, tu dis que le mouvement social, là, ça n'a pas les Mm, caractéristiques de l'émeute. C'est quoi les caractéristiques que toi, tu octroies à l'émeute? mm. Bah, je crois que les caractéristiques, elles sont désignées dans la façon que le discours officiel, le discours de l'ordre, a de caractériser précisément ces moments. C'est-à-dire une espèce d'explosion irrationnelle, de colère. Il n'y a pas de... Rappelons-nous les Gilets jaunes, pour moi c'est parfait. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de revendication claire, ou alors un ensemble plus ou moins flou qui est vite débordé. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Il y a vraiment ce caractère apparemment, extérieurement, proprement irrationnel. Par ailleurs, si on regarde l'histoire qui est la nôtre, mise en perspective, l'émeute a été la forme récurrente des mouvements populaires dans un certain type de situation à travers toute l'histoire. Si maintenant j'essaye de caractériser vraiment ce que moi j'ai essayé de dégager dans cet éloge de l'émeute, euh, pour le dire assez simplement, je crois que c'est un moment où une situation sociale fait que les dominés, on va le dire de façon comme ça générique très simple, les dominants, les dominés, les oligarchies et les peuples, les dominés sont réduits à des situations, sont acculés à des situations où ils ont affaire finalement à des choses presque élémentaires. Euh, je dis là, moi, dans le livre, que ce qui est en jeu maintenant, dans la possibilité de l'émeute, c'est c'est bien sûr qu'il y a des revendications politiques, peut-être même éthiques, morales, et des affaires de dignité, etc. Mais en dessous de ça, ce qui a vraiment, ce qui est en jeu, c'est plus des idéaux politiques, c'est la vie elle-même. Voilà. Mm. Lorsque les peuples, les dominés, sont réduits à la question de leur, entre guillemets, survie,
Ça a été le cas à travers toute l'histoire, hein. Les grands mouvements paysans, de révolte, d'émeutes, la Révolution française. On se rappelle, enfin on sait, on a tous appris ça en histoire, que ça a été précédé de grandes famines, pour tout un tas de raisons, et que c'est les famines qui ont poussé d'un coup le peuple à surgir et à exploser. Nous, aujourd'hui, on vit une situation qui est absolument, alors c'est ce que je prétends, tous discutent dans ce que j'ai écrit, c'est un livre polémique au bon sens du terme, moi je prends parti, voilà, donc tous discutent, mais je pense que ce qu'il y a d'absolument inédit dans la situation qu'on vit, et qui est en gestation sous tous les mouvements populaires qui sont en train de se dérouler, absolument inédit, alors ça va faire ronflant, mais moi je suis un philosophe, alors c'est toujours les grandes hauteurs sublimes, mais dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que pour la première fois, la question qui est posée aux êtres humains, c'est celle de leur pérennité, c'est la survie de l'espèce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est démontré, c'est fait, enfin, il y a que des crétins qui vont nier qu'il y a une crise écologique telle qu'à terme, on ne sait même pas ce qu'il en sera de l'espèce humaine. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est la vie. Et l'émeute, ce qu'elle a de caractéristique, c'est qu'elle surgit au moment où les individus, les hommes, les femmes, sont confrontés à cette question extrême, à cette question ultime. Et pour terminer, ce qui va caractériser l'émeute, c'est qu'à ce moment-là, les êtres humains ont recours en eux à des éléments beaucoup plus archaïques et primitifs que ceux qu'on met en jeu dans l'activité sociale, la raison, la morale, tout ce qu'on veut. À des choses très archaïques qui nous ramènent, alors ça supposerait, mais bon, il faudra lire le livre pour peut-être comprendre ce que je veux dire là, à cette distinction qui pour moi est capitale, c'est que ça nous ramène à un très long processus qui a accompagné toute l'histoire, qui est le processus, comme disent les anthropologues, les gens qui étudient les formes, les premières formes de constitution de l'humanité, un processus d'hominisation, c'est-à-dire un processus d'espèce. En quelque sorte, c'est comme ça que je le dis dans le livre, ce qui caractérise cette drôle d'espèce qu'on est, dite humaine, c'est qu'on n'est jamais totalement humain, c'est qu'on a constamment à devenir humain. Ça veut dire qu'on est constamment sujet dans l'histoire à des moments de régression infinie où on peut régresser vers des choses infrahumaines terribles. On en a des exemples dans l'histoire, les camps de concentration, les génocides, les massacres ou au niveau individuel. Possiblement, n'importe quel individu peut d'un coup se être transformé pour tout un tas de conditions psychiques ou sociales en un être meurtrier, tout ce qu'on veut. Donc il y a c'est ce processus-là qui est questionné dans l'émeute, et non plus simplement le processus d'humanisation. Nous sommes le genre humain, nous sommes des hommes, des êtres. Voilà en gros les éléments de réflexion mobilisés dans cette affaire. Si je résume un peu brutalement ton propos, tu me dis que c'est le surgissement en gros des peuples, sans que tu veuilles vraiment caractériser les objets en fait pour lesquels surgissent ces peuples, et puis l'utilisation de formes, je reprends ton vocabulaire, de formes archaïques. Voilà. Quel rapport, est-ce que ces formes archaïques, dans le cadre de l'émeute, passent par la violence? Parce que c'est vrai que quand tu demandes à n'importe qui c'est quoi une émeute, la caractéristique violence va arriver très rapidement. Est-ce que nécessairement ces formes archaïques sont violentes? Non, pas nécessairement. Et c'est ce qui fait aussi peut-être un des autres aspects certainement discutables de mon petit travail, c'est que c'est pas forcément violent l'émeute. Et moi j'essaye d'explorer des formes d'émeutes qui sont, alors c'est les expressions que j'ai trouvées pour essayer d'en parler, les émeutes au ralenti, les émeutes à petits pas, les émeutes dans l'esprit, des positions qui juste pour bien expliquer, quand tu dis les émeutes au ralenti, c'est par exemple tu parles de ces fameuses grèves de la lenteur. Dans certaines entreprises, tu as des gens qui vont par exemple enlever un élément de leur machine-outil, ce qui va les empêcher d'utiliser leur machine-outil et du coup bloquer la production. Ou des gens qui vont faire, ça a notamment été le cas dans le sud de la France, dans certaines entreprises là il y a ces dernières années, qui vont tout faire très très lentement, et donc du coup ils vont aussi bloquer la production quoi.
Oui, absolument. Et je parle bien de ça. Alors, je parle aussi du vagabondage, enfin de toutes ces figures. Je veux dire que la violence est un élément qui, bien évidemment, va marquer nombre. La violence surgit toujours, et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, et y compris pour comprendre les événements qui se passent en ce moment, et la nature quand même extrêmement violente de ce qui est vécu par les manifestants depuis le début de cette affaire là sur les retraites. Euh, c'est que la violence va toujours venir, mais la violence, elle sera le fait des pouvoirs dominants. Elle va être la réponse des pouvoirs dominants à ce qu'il peut y avoir de séditieux dans des attitudes mises en œuvre comme celles que tu décris, ou des attitudes de dissidence plus larges. J'ai été très frappé par ce qui s'est passé en Angleterre là en ce moment, où il y a des centaines de milliers de personnes qui ne payent plus les notes d'électricité, de gaz, voire les loyers, et le poids leur donne leur efficacité, parce que comment réprimer ça? Donc, il n'y a pas l'émeute, le caractère fondamental de l'émeute, ce n'est pas forcément la violence. Elle viendra parce qu'à un moment donné, le phénomène émeutier remet en question l'ordre établi. Et à ce moment-là, l'ordre établi, lui, va mobiliser l'ensemble des moyens de la violence d'État contre ce qui est en train de se passer. On parlera de la réponse autoritaire et répressive de l'État. Mais d'abord, est-ce que nécessairement est-ce qu'une émeute ne peut être que spontanée? Ou est-ce que tout à l'heure tu disais voilà le mouvement là social qu'on vient de vivre ne peut pas être considéré comme une émeute selon ma définition précisément parce qu'il est organisé et il est organisé entre autres par les syndicats. Une émeute peut vraiment pas être organisée. Non, non, je pense que... Du coup, elle ne peut déboucher sur rien de facto. Oui, Aussi. absolument. Non, non. Okay. Alors, voilà, donc c'est deux questions différentes et deux questions vraiment capitales. Oui, moi je crois qu'elle est éruptive, l'émeute, toujours. Si on reprend, pour parler concrètement, cette affaire des Gilets jaunes, quand ces gens de toutes les provinces arrivent, parce que c'était un mouvement essentiellement provincial, ça démarrait sur les ronds-points, des petits patelins partout en France, quand ils arrivent à Paris, très franchement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Le caractère erratique des trajets, très vite, ils se rendent compte eux-mêmes, j'en parle parce que j'ai quasiment fait toutes les manifestations les Gilets jaunes, parler avec les gens, parce que les gens parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces manifestations, et ça aussi c'est quelque chose. Et on se rendait compte, et beaucoup disaient, alors ça peut paraître très étrange, mais qu'en fait, beaucoup de ces gens n'étaient jamais venus à Paris. Donc, le lieu du pouvoir, le lieu central, la beauté de la ville, beaucoup, et que beaucoup venaient aussi pour se promener dans Paris en quelque sorte, ce qui peut paraître bizarre. Hein. Mais donc, voilà, il y a ce caractère éruptif et quelque chose, à un moment donné, se déclenche et prend ces formes de la violence qu'on a connue. Maintenant, l'autre aspect de la question qui est capital, alors j'y réponds moi, de façon très claire dans ce travail, c'est que je dis, alors ça fait un peu pompeux l'expression, mais bon, c'est il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute. Jamais. Alors, des historiens pourraient sauter au plafond quand entendre ça. Si on reprend l'exemple de la Révolution française, c'est précédé de 2 ans d'émeutes. D'ailleurs, d'émeutes souvent les dernières de femmes à Paris, qui attaquent les magasins de farine, les spéculateurs, etc. Alors on dira, non, enfin vous voyez bien, il y a eu ces émeutes, il y a eu la Révolution française. Une émeute peut porter potentiellement en elle quelque chose de cet ordre, mais ce qui la caractérise n'est pas ça. Il y a eu des émeutes tout au long de l'histoire. Les Gilets jaunes, alors on dit oui, ils ont eu je ne sais plus combien, 16 milliards, mais les gens savent très bien quand on parle avec eux là aujourd'hui, voilà, non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils voulaient, c'était autre chose, qui est apparu comme ça progressivement. Donc c'est un phénomène, moi je dis, éruptif, et qui surgit de quelque chose de très profond en l'être humain. Dans les exemples que tu prends dans le livre et que tu prends là aussi depuis tout à l'heure, il y a que tout à l'heure tu disais ce qui est central c'est la vie en fait, c'est genre une espèce d'éruption de la vie et tout d'un coup des mouvements communs. Il y a moi quand on parle d'émeutes, je pense par exemple aussi à des émeutes
enfin, dont à connotation ultra péjorative, surtout de notre point de vue. Par exemple, les émeutes raciales de Tulsa, Ouais. c'était au début des années 20 aux États-Unis. Oui, je vois. Je dis des émeutes raciales, mais c'est des émeutes racistes. Ouais, ouais. C'est des Américains blancs qui sont Ouais, allés bien sûr, massacrer bien des sûr. Afro-Américains à Tulsa. Ça, est-ce que toi, tu considères que c'est une émeute et comment tu la juges à l'aune de ta Ouais. définition? Alors, oui, je peux prendre un autre exemple, parce qu'on m'a dit, là, j'ai déjà discuté pas Mmh. mal, bon, y compris avec des syndicalistes, etc., comme ça par des biais divers, ou dans les milieux un peu radicaux. On me dit, mais alors, les émeutes de 34, Par c'était exemple, les mouvements aussi. fascistes de Mmh. l'époque. Euh, alors, je réponds la chose suivante, je dis 34, c'était pas, alors, c'était tout sauf des émeutes, c'était quelque chose qui relevait d'une démarche insurrectionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait là, c'était des mouvements constitués qui avaient une idée très claire de ce qu'ils voulaient mettre en œuvre pour prendre l'État. Quand ils attaquent le Parlement, il s'agit vraiment de prendre en main les lieux, les hauts lieux de l'État. C'était ça dont il était question. C'était adossé à des idéologies construites, quoi qu'on en pense par Mmh. ailleurs. D'accord. Les émeutes dont tu parles, c'est du même ordre. Alors, il faut accepter cette idée que l'émeute, elle est absolument pas forcément de gauche. Mmh. Au sens où, encore une fois, l'histoire des Gilets jaunes a été édifiante. Rappelle-toi ce qu'on a dit au début. Moi, je le dis dans le livre, j'ai été extrêmement frappé d'un phénomène. Ça a été peu de temps après les fameuses nuits debout, où tous les soirs on allait à République, et qui était le lieu de rassemblement de tout ce que les mouvements de gauche, ultra-gauche comptaient de plus avancé, de plus structuré, de plus réfléchissant. Voilà, les gens étaient là, les intellectuels de gauche, qui étaient quand même Lordon, etc., des gens qui pensent les choses correctement. Rien de ce mouvement-là n'est passé dans le mouvement Gilets jaunes, bien au contraire. Moi, je me rappelle m'être vraiment violemment empaillé dès le début, parce que j'avais comme une intuition, avec des gens qui me sont proches, qui disaient, mais c'était le discours qu'on tenait, ouais, c'est infiltré par l'extrême droite, c'est fasciste, et puis ces gens, c'est quoi Voilà, d'accord. Mmh. Non, l'émeute, elle n'est pas forcément de gauche, et elle peut effectivement exprimer et porter des représentations, des revendications qui peuvent être, comme tu disais, de mon point Mmh. de vue, tout à fait indignes et Mmh. inacceptables. Mais c'est le cas. Mais tu en fais quand même l'éloge. J'en fais l'éloge, ouais. Mais J'en c'est fais pas l'éloge. problématique. Non, non, c'est pas problématique. Moi, je veux dire, à aucun moment, pour revenir toujours à cet exemple, parce que c'est un exemple concret, quoi, qui est vraiment là et puis qui est récent, Mmh. c'est que je sentais que ce qui se passait dans ces manifestations des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs réunions ici, pas loin à la Parlérante, Mmh. là, où il y avait des délégués de toute la France qui venaient pour parler, et il y avait des intellectuels, Sophie Vanish, historiens, tout ça, c'était extrêmement intéressant. Moi, j'étais frappé de voir le niveau de réflexion de ces gens-là, je me rappelle d'un type qui venait du Havre, qui était impressionnant dans ce qu'il disait, mais c'était il y avait quelque chose de très désarçonnant parce que il n'y avait pas d'inscription politique dans le Mmh. discours. Il y avait à aucun moment, c'était très difficile de faire le passage entre ce dont ces gens parlaient, de ce qui se passait, et puis les façons d'analyser les problèmes sociaux de droite, de gauche ou d'ultra-gauche, tout ce qu'on veut. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, ça me gêne pas. Non. Mmh. Ça me gêne pas parce qu'encore une fois, c'est pour ça que l'avant-dernier chapitre s'appelle infrapolitique de l'émeute. Infra, ça fait souvent péjoratif, mal formé, comme ça. Non, je crois que l'émeute, elle est de l'ordre de l'infrapolitique. C'est après que ça peut prendre des formes qui seront des formes dignes ou indignes selon le positionnement idéologique qu'on peut avoir. Parlons maintenant de la question de la violence et notamment de la violence de l'appareil étatique. Parce que, évidemment, lorsqu'il se passe une émeute, à part les moments où l'État est, on va dire, réduit à sa portion congrue, je pense notamment à 1789 où il y avait presque plus d'État, ou 1917 où, pareil, l'État russe était un peu en voie de déréliction. Nous, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, l'État est plutôt très fort. Et l'État, l'État est constitué avec des institutions qui sont très fortes, et notamment la police, qui se met en barrage de l'émeute. Et quand on pense aux Gilets jaunes, on sait les confrontations qu'il y a eu. Comment est-ce que toi, cette question de la violence de l'État
et de l'autre côté, du coup, de la réponse des émeutiers, qui peut être aussi une réponse violente, comment tu la traites? Alors, je crois que ça renvoie, enfin, pour répondre à une autre des thèses que j'essaye de défendre tout au long du livre, qui est cette idée, alors qui peut paraître un peu, j'en sais rien, paradoxale, mais qui n'est pas, je veux dire que c'est pas moi qui l'invente, ou elle est là, elle est, bon, je vais pas faire l'universitaire, citer les gens, etc. Mais c'est que c'est surtout à Michel Foucault que je pense, parce que c'est ce qu'il a développé de façon tellement extraordinaire, c'est frappant. Là, je fais une toute petite parenthèse de voir comment la pensée des années 60, 70, 80, 90 est complètement d'actualité maintenant. Nous offre les outils pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Bref, il y a cette idée que l'histoire, notre histoire, donc telle qu'elle commence au XVe siècle avec les premiers mouvements de privatisation extrêmement violents des biens naturels, ce qu'on a appelé la guerre des communs, lorsque, pour toute une série de raisons qui sont historiquement documentées, on s'empare de ce qui était laissé au mode de vie collectif des paysans, les friches, le droit de glanage, ramasser le bois mort, qui faisait qu'il y avait une économie de subsistance qui tournait parfaitement et dans lesquelles chacun trouvait son comptant, les petits seigneurs comme les paysans. Donc il y a un mouvement de privatisation, de première spéculation, qui est l'origine, la première étape de cette longue histoire au bout, c'est important, de laquelle on est, qui est l'histoire d'un long mouvement de privatisation de tout. De tout. D'abord des biens naturels, les terres, les bois, les forêts, les océans. Ensuite, de la richesse que crée le travail humain, qui est privatisé à partir des profits. Ensuite, la richesse qui est produite par l'esprit, et même aujourd'hui de ces espèces de conduites élémentaires qui sont les nôtres, à travers cette industrie des data, là, des trucs où tout ce qu'on fait est comme ça utilisé. Voilà. Il y a un lent mouvement de privatisation qui caractérise c'est le nom de la forme moderne qu'a pris ce mouvement, le capitalisme dominant aujourd'hui de type néolibéral. Ce mouvement de privatisation, il a pris une forme historique. Alors ça, moi, j'adhère vraiment à cette idée que toute l'histoire, depuis le XVe siècle jusqu'à maintenant, en y intégrant les grands conflits du XXe siècle, c'est l'histoire d'une longue guerre civile impitoyable entre les oligarchies, les gens qui détiennent la richesse, les petits groupes oligarchiques et les peuples. C'est une longue guerre civile. Et que cette guerre civile, elle a, au fur et à mesure des résistances populaires, produit des moyens de répression, de contrôle, de domination, de surveillance de plus en plus puissants et agressifs. Et que donc, la violence, alors il ne s'agit pas de dire oui, c'est pas moi, c'est toi qui as commencé, non, c'est les méchants capitalistes qui sont violents et le pauvre peuple qui répond. C'est pas en ces termes, c'est plus dans les termes d'une espèce de mécanique sociale. La violence, elle est d'abord de ce côté-là. Qu'elle soit la violence policière immédiate, celle à laquelle on se confronte là dans les rues en ce moment, ou qu'elle soit celle de la justice, qu'il ne faut pas oublier. Vraiment, une bonne partie, la fin du mouvement des Gilets jaunes, elle a été provoquée par deux choses. La violence de plus en plus grande de la répression policière, le nombre des borgnés, de blessés, etc., que les gens découvraient avec un effarement absolument incroyable. Et l'autre chose, ça a été le fait que beaucoup, des centaines de ces gens sont passés, arrêtés en flagrant délit, arrêtés, passés en comparution immédiate et se retrouvent encore maintenant et pour des années, avec des amendes énormes à payer pour des gens dont les moyens sont limités, des amendes. Je veux dire, il y a aussi cette répression judiciaire. Et un des moments fondamentaux de cette longue histoire, de cette longue guerre civile, c'est le moment où effectivement, à partir de la fin du 19e, tout l'appareil de la justice va être redéfini, réassorti à une lutte impitoyable contre la délinquance populaire, dans laquelle on va créer des figures. Moi, je suis frappé quand on lit l'histoire, de voir que les mots qu'emploient aujourd'hui les tenants de l'ordre, ou ceux qui les relaient dans les chaînes d'infos continues, dont l'orientation idéologique est quand même assez claire, mais c'est des vieux mots. Ils ressortent les mêmes, mais presque des fois des expressions à l'état près qui ont toujours été utilisées pour diaboliser. Et toujours surtout ce truc, comme là on le dit aujourd'hui, ah,
C'est le refrain favori là, des ministres qui interviennent ou leaders politiques. Ah, les gentils travailleurs syndicalistes qui manifestent, regardez, tout ça, c'est bon enfant. Et puis, il y a cette méchante racaille devant, terrible, ces gens qui cassent tout. Voilà, cette espèce de clivage. C'est un clivage qui est inscrit dans le droit depuis la fin du 19e, où on désolidarise la figure de l'honnête travailleur du séditieux, du délinquant, et qui devient la racaille, la canaille. Thiers, avenue Thiers, boulevard Thiers, grand homme d'après, on sait ce qu'il a fait, hein, la Commune, avait, dans sa longue histoire de la Révolution française, qui est un monument par ailleurs, hein, même scientifique, vraiment, à un moment donné, il a cette expression, mais renversante, pour parler des sans-culottes, il dit « ces nains lubriques ». Il y a toujours ça. J'en donne beaucoup d'exemples à mon travail. Il y a toujours ce travail-là où la domination politique a pris les formes d'une espèce de réorganisation de la morale. Voilà. Donc la morale de l'honnête travailleur, c'est le travail qui fait la vie. Voilà, on est honnête si on est un honnête travailleur. Et d'ailleurs, si le travail fait la vie, mais pourquoi pas travailler jusqu'à la mort? Il ne devrait même pas y avoir de retraite. On travaille, si c'est ça être humain. D'accord? Et donc, ce réassortiment moral qui a complètement diabolisé quelque chose, et ils ont réussi de ce point de vue. Parce qu'on a oublié comment, pendant des siècles et des siècles et des siècles, il y avait des modes de vie populaires, quels que soient, et surtout peut-être au regard des difficultés matérielles dans lesquelles les gens vivent, des modes de collectif, des modes de festivité, des modes de joie populaire, de chant, de danse, de charivari, de carnaval, qui étaient omniprésents. Et la domination qu'on connaît aujourd'hui, elle s'est aussi constituée en réfrénant, en cédant la morale chrétienne, etc., en réfrénant tout cet aspect-là, de la joie populaire, du rire populaire. Et aujourd'hui, on a affaire à ce qu'à un moment donné, je décris, de ces couches populaires qui ont perdu là ce sens de la fête. C'est pour ça que je termine sur quelque chose qui pourra peut-être paraître un peu étonnant, mais je ne sais pas si tu vas me questionner là-dessus à la fin du livre, hein, dans ce truc de où je dis qu'une des façons, parce que nul ne sait quand les émeutes vont se produire, c'est ce qu'on dit depuis le début. Demain, après-demain, qu'est-ce qui va sortir là aujourd'hui, après ces grandes manifestations d'hier? Où va-t-on? La boîte a été ouverte, hein, la boîte de Pandore. Je veux dire que la colère des gens, elle est là, elle ne passera pas. Donc, il y a quelque chose en nous déjà qui consiste individuellement à résister à la brutalisation de tout, des rapports sociaux, enfin, pas simplement celle de la répression policière, mais au quotidien, à résister à l'enlaidissement du monde. Et puis alors, bon, ça va peut-être paraître un peu vaniteux, mais quand on est du côté, moi, c'est mon métier, j'ai été toute ma vie dans la philosophie, quand on est un peu du côté du travail de la pensée, l'incroyable abêtissement de la pensée aujourd'hui. Enfin, de la pensée dominante, je veux dire, celle qui est diffusée par les... Voilà. Et il faut d'abord commencer par résister à ça et résister à quelque chose que moi je vois beaucoup autour de moi. J'en parlais encore hier soir avec des amis proches, vraiment des gens bien. Un profond désespoir, un profond pessimisme. On va avec des espèces de dystopies terrifiantes, avec des surveillances partout, c'est foutu, il n'en sortira plus rien. J'emploie, moi, à un moment donné, cette expression, tous les matins, comme un petit mantra, je me la répète. Alors, il y a plusieurs formules, mais j'avais trouvé celle du peintre Bacon, où il disait, parce que c'est un peintre qui a une espèce de peinture bizarre, de corps qui se défont, de couleurs violentes. On disait, mais enfin, pourquoi vous peignez que des horreurs, monsieur Bacon? Il dit, mais je peins pas des horreurs, je peins le monde tel qu'il est. Il disait, on peut être que pessimiste quand on voit les erreurs du monde. Mais à ce pessimisme doit répondre un optimisme, mais délibéré, peut-être aveugle, peut-être niais, mais il s'agit d'être nerveusement optimiste. Plus le poids du pessimisme est grand, et plus on doit être nerveusement optimiste. Et pour travailler cette nervosité optimiste, eh bien, je crois que la première chose à faire, c'est, dans nos têtes, installer une espèce de zone émeutière, et qui consiste à effectivement promouvoir tout ce qui aujourd'hui, alors pour les turiféraires du travail, de l'effort, etc.,
peut paraître complètement mais inacceptable, la paresse. Mmh. Le beau-fils de Marx, Lafargue, hein, l'éloge de la paresse, la lenteur, la rêverie, la promenade, perdre son temps, voire pourquoi pas, et c'est quelque chose que je pourrais presque faire un petit livre là-haut pour le développer, l'ennui, comme peut-être une des formes de prendre son temps, qui est une des plus séditieuses qui soit aujourd'hui. Donc voilà, je termine un peu sur cette note, mais en rappelant bien évidemment que cette émeute sur le terrain d'esprit, prendre le maquis dans nos têtes pour résister à tout ça, elle n'a de sens que de nous préparer au moment historique, social et historique, où effectivement les émeutes surgiront, et je crois que celles vers lesquelles on va, elles seront extrêmes, parce qu'on est au bout d'un processus. Et que, comme l'ont dit beaucoup de philosophes qui ont analysé les mécanismes de l'histoire, c'est toujours au bout du processus de l'histoire d'un système, par exemple le capitalisme, que tout ce qu'il y a en lui de négatif surgit. Le capitalisme a eu un rôle de progrès dans l'histoire, des niveaux de vie, de tout ce qu'on veut, mais on est au bout. Il produit les contradictions les plus effarantes, la pauvreté, les inégalités, mais incroyables, ces entassements de richesses, mais ahurissants, qui n'ont aucun sens. Incapable de résoudre ça. Et donc, c'est toute sa négativité qui surgit maintenant. Et en face de ça, je pense que les formes émeutières que prendront les réactions d'autodéfense des peuples, elles seront extrêmes. Et qu'il faut être prêt dans nos têtes. Faire les Robins des Bois dans les forêts de nos têtes. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi de m'avoir reçu, comme on dit.